Bonjour à tous, merci d'être avec nous. On vous propose aujourd'hui un numéro du débriefing F1 tout à fait exceptionnel. Regardez, je vais m'emparer de quelque chose, je vais vous montrer. Regardez cette coupe absolument magnifique, l'Astor Cup qui symbolise donc le titre de champion IndyCar. Eh bien, si je vous dis IndyCar en cette année 2016, vous savez de qui je parle bien sûr. C'est Simon Pagenaud qui est avec nous. Salut Simon. Salut les B, Écoute, on est très flattés que tu nous rendes visite à Motors TV pour participer à ce débriefing F1. Merci de me recevoir. Non, écoute, c'est un plaisir. Et On va passer un bon moment ensemble. Oui, on va profiter de ta présence pour te poser des questions, bien sûr, sur ton titre. Aussi un peu sur la F1, si tu veux bien, parce que c'est forcément la règle du jeu, vu que l'émission s'appelle le débriefing F1. On est entre deux grands prix, entre le Grand Prix du Japon et des États-Unis, tu le sais, donc chez toi, si j'ose dire. Ouais, c'est ça. Même si tu n'habites pas à Austin, au Texas. Non, hein. non, on est un peu plus loin. Tu as choisi d'ailleurs d'habiter en Caroline, Caroline du Nord, oui. pour être près de Penske, hein, c'est C'est ça? là qu'est basé Penske, donc pour moi c'était essentiel d'être proche de l'écurie parce qu'il y a quand même beaucoup de préparation, il y a beaucoup de travail de préparation. Le week-end de course, c'est le déroulement de toute la préparation qu'on a fait avant. Et à mon avis, si on n'est pas là pour voir les mécaniciens pendant la semaine et puis générer les équipes autour de soi, je pense qu'on manque quelque chose. Bon, alors donc cette saison 2016 s'est achevée de la plus belle des manières, avec le titre, une dernière course à Sonoma où tu as réglé tout le monde, je me permets de te le dire. Donc tu te rends bien compte là, quelques semaines après, que ben oui, c'est pas anodin dans une carrière d'être champion IndyCar. Non, c'est sûr, déjà c'est le rêve d'une carrière qui aboutit, donc ça fait énormément plaisir dans un premier temps. Et puis ensuite, c'est surtout personnellement, c'est l'aboutissement de beaucoup de travail. Et puis une saison quasiment, je dirais pas parfaite, parce que c'est jamais parfait, mais une saison presque parfaite avec des qualifications exceptionnelles, des ravitaillements parfaits avec les mécaniciens. On fait 0 faute dans la pit lane toute l'année, ce qui est rare, très rare. En stratégie, on a fait du bon travail. On a eu quelques petits soucis en milieu de saison avec la mécanique notamment. Mais en général, c'était une saison superbe et certainement ma meilleure saison depuis mes débuts. Tu as globalement mené du début jusqu'à la fin. Mais c'est vrai qu'on s'est interrogé sur ce grand final avec Will Power, cette bataille, comment tu allais mentalement peut-être l'appréhender. Et est-ce que tu as atteint de nouvelles limites en ce qui te concerne éventuellement? Oui, c'est un travail, un gros travail psychologique qui fait que la pression, on peut s'en servir de façon positive ou négative. Et moi, c'est quelque chose qui me... Plus ça va, plus la pression me sert en fait. Et je me rends compte quand on va sur les séances d'essai que je fais mon travail, je travaille pour développer ma voiture. Je ne suis pas forcément très rapide sur une séance d'essai. Je ne sais pas vraiment pourquoi, mais parce que je fais mon travail tout simplement. Et puis arrive la qualification où en effet, plus ça va, plus j'arrive à trouver des niveaux de concentration extrêmes et faire des choses que je ne m'imaginais pas possibles il y a encore quelques années. Donc c'est plaisant de voir qu'il y a encore beaucoup de potentiel, que tous les ans j'arrive à débloquer un petit peu plus et j'ai hâte de voir ce que ça peut donner l'année prochaine. Donc évidemment, je suis dans la meilleure équipe, j'ai la meilleure voiture, donc forcément ça aide énormément pour un pilote. Et puis personnellement, grâce à ça, ça me donne beaucoup de confiance. Alors, on va essayer de mixer les questions sur la F1 et de comparer peut-être avec toi en IndyCar, si tu veux bien. Alors bon, pour poser la question évidente sur la F1, est-ce que tu arrives à suivre les Grands Prix depuis les États-Unis? Oui, alors on a une belle retransmission sur NBC Sport Network ils font une superbe retransmission. Et puis, écoute, le problème, c'est mon emploi du temps, en fait, parce qu'on est souvent, on a un calendrier très condensé avec des courses quasiment toutes les semaines. Donc, j'enregistre et je regarde les courses ensuite. Mais je t'avouerai que je m'ennuie un petit peu. Bon, écoute, c'est difficile parfois de cacher. Être honnête. Oui, non, mais parfois, on a déjà le sentiment que c'est Rosberg ou Hamilton seulement, déjà. Ouais. Comment tu juges leur style, leur qualité, vu de loin? Écoute, Hamilton, c'est l'Hamilton qu'on connaît, un talent fou, un pilote surdoué, ça c'est sûr, une pointe de vitesse hors du commun. Après, il a l'air de beaucoup se disperser avec les alentours de la course, je dirais, ce qui n'est pas forcément le pilotage en lui-même. Rosberg a l'air d'être très professionnel, la bonne étiquette pour Mercedes, je dirais. Mais mentalement peut-être un petit peu moins fort. En tout cas, des fois, il a l'air de trébucher un petit peu. Et puis, Hamilton s'en sert. Hamilton, de toute façon, on le sait très bien, psychologiquement, je dirais, il est difficile. C'est un coéquipier difficile parce qu'il sait se servir des défauts de son coéquipier.
Mais cette année, Rosberg a l'air de montrer beaucoup de force, donc peut-être qu'il a appris de l'année dernière et que ça va lui servir. Alors, tu parles de coéquipiers et de relations entre équipiers. Nous, avec Jean-Luc, quand on fait les débriefings F1, on est toujours affligés, je te le dis franchement, de voir que Rosberg et Hamilton s'ignorent dans la chambre avant le podium et que c'est vraiment une ambiance vraiment pas terrible. Vous, ça a l'air d'être mieux chez Penske entre vous quatre. Mais j'ai pas l'impression que Montoya ou Castroneves ou même Will Power, évidemment, ce soient des coéquipiers faciles aussi. Comment Non, tu c'est pourrais sûr. dire ça? Montoya, c'était la F1, on le connaît bien. C'est pas un coéquipier facile à l'origine, mais par contre, je dois dire que moi, je me suis très très bien entendu avec lui. On a eu deux années incroyables. Il m'a beaucoup appris, notamment sur les ovales, et il a travaillé à livre ouvert avec moi, donc, mais aussi avec Castroneves et Power. Quand on vient chez Team Penske, c'est une chance. Encore une fois, on n'est pas aux États-Unis, donc c'est difficile de s'en rendre compte, mais Team Penske, c'est 50 ans d'existence dans le sport automobile. C'est le plus gros palmarès en IndyCar qui existe. Et quand on arrive chez Team Penske, on représente une marque. Team Penske, c'est pas seulement une équipe de course, c'est également un empire. C'est, pour vous donner une idée, c'est le revendeur de Toyota le plus gros au monde. Donc en fait, il y a 280 concessions automobiles Penske aux États-Unis, 280 en Europe. Et en fait, c'est aujourd'hui le plus gros groupe de concessions dans le monde. Donc, c'est une partie de son empire, puisqu'il a d'autres business qui sont incroyables. Et on représente donc cette marque. Il faut donc un petit peu parfois oublier son métier de pilote et s'assurer qu'on représente bien Team Penske. Bon, mais quand Montoya va te chercher à Saint-Pétersbourg, quand tu te bats avec Power à Midway, vous parlez après quand même? Bien sûr, on se parle après. On sait qu'on a la chance de piloter ces voitures-là et qu'on est un petit peu obligé de bien s'entendre. Et puis aussi en IndyCar, on vit dans des motorhomes, ce qui est différent, je pense, de la F1. Je ne suis pas sûr, mais il me semble que c'est un petit peu différent. Nous, on vit dans les motorhomes, donc sur les circuits. On a des courses tous les week-ends. Donc quand j'ouvre la porte de mon motorhome, je fais face à Will Power. Donc le soir, quand je fais un barbecue, il est là. Donc forcément, on est un petit peu obligé de bien s'entendre. Et puis très honnêtement, quand on travaille, quand c'est notre travail, notre passion, qu'on va tous les jours au boulot à 7 h du matin, si on ne s'entend pas bien, c'est pas sympa. Ouais, effectivement. Alors, autre question aussi qu'on se pose, on a l'impression, et chez Mercedes ces dernières années, ça a toujours été le cas, c'est qu'il ne faut surtout pas mélanger les stratégies. Il faut que les deux pilotes aient l'impression qu'ils soient traités à égalité, donc ils ont globalement la même stratégie. Bon. Or, chez vous, on a le sentiment que, avec le capitaine lui-même qui guide Castroneves, toi, vous avez des stratégies différentes et qu'il y a même une lutte interne pour pas faire la même chose et aller chercher la victoire. Alors, c'est vrai ce que je dis? C'est les caractéristiques de l'IndyCar, je dirais. Il n'y a pas de stratégie idéale en fait. On peut pas, par exemple, la difficulté à Sonoma avant la course, c'était d'imaginer quelle allait être la stratégie pour aller gagner la course ou pour gagner le championnat. Et ce n'était pas forcément la même stratégie. Donc c'est très délicat. Il y a beaucoup d'aléas en fait. C'est pas, la F1, les voitures de sécurité sortent très peu souvent puisque les circuits sont très sécurisants. Il y a beaucoup de dégagement pour sortir une voiture en difficulté. Aux États-Unis, on n'a pas ça. Donc, quand il y a une voiture qui est en travers de la route, il faut arrêter la course, mettre la voiture de sécurité en place. Et du coup, tout rebondit. Les stratégies changent et un pilote qui peut être en 20e place peut se retrouver en tête de la course d'un seul coup. Donc, ce n'est pas forcément la meilleure voiture qui gagne à chaque course. De ce fait, c'est très difficile d'imaginer quelle va être la stratégie gagnante. Et parfois, il y a un petit peu de chance, il y a un petit peu des facteurs extérieurs qui jouent. Et il faut imaginer, c'est un petit peu du poker des fois. Oui, c'est ça. Mais vous vous bataillez aussi les uns contre les autres, même si vous faites partie de la même équipe. Absolument. À Sonoma, par exemple, il y avait pas de, les radios étaient coupées entre la numéro 12 et la 22, et c'était le meilleur qui allait gagner. Donc c'est ça qui est intéressant. On a l'opportunité de se battre pour des victoires à chaque course. Et par exemple, quand la course démarre, c'est la course contre ses coéquipiers. Alors, la question aussi se pose sur les pneus. Vous en avez deux types. En Formule 1, il y en a 5 types, mais enfin, il y en a 3 par week-end. Et des fois, on se perd un petit peu sur ce qu'on doit utiliser, à quel moment, etc. Est-ce que tu estimes que là, en IndyCar, c'est plus simple et plus efficace? Ah oui, et puis très honnêtement, même moi, je ne comprends pas quels pneus en F1 sont les pneus souples, les pneus durs. Il y a, je ne sais pas combien de types de pneus, il y a des couleurs différentes. Enfin, très honnêtement, moi, je suis perdu. Donc, si moi, je suis perdu, j'imagine que les gens qui suivent sont perdus également. Donc, deux types, c'est simple. Un dur, un souple. Est-ce qu'il y a une grande différence entre les deux? En pilotage, il y a de la différence, mais bon, on estime que c'est à peu près 5 dixièmes de seconde au tour. Donc, c'est un comportement de la monoplace différent. On utilise les pneus rouges pour la qualification, pour la performance.
mais il y a un petit peu plus de dégradation. Donc ça, c'est aussi intéressant en course, puisque ça joue des tours à certaines voitures qui sont réglées trop agressivement. Et moi, je trouve ça bien. Bon. Alors, il y a une question aussi qu'on voulait te poser, Simon, et je m'en rends compte depuis que tu es revenu en France pour cette tournée quasi triomphale, mais que tu as bien mérité, bien sûr, c'est que les gens se disent champion IndyCar, pourquoi il n'irait pas en Formule 1 hein? On t'a beaucoup posé la question. Ça c'est sûr. Hein, bon. Ça, c'est sûr. Alors, est-ce que c'est quelque chose qui est complètement impossible? Est-ce que ça t'amuse de l'entendre, mais c'est pas réaliste? Ou est-ce que, quelque part, tu n'y penses pas quand même un petit peu et tu te prends des fois à rêver? Non, un de mes rêves, ce serait de piloter la McLaren de Senna. Mais je suis beaucoup moins attiré par les F1 d'aujourd'hui que les anciennes. Les Ferrari de Schumacher, oui, ce serait super à conduire, mais au moins essayer, voir ce que ça donnait à l'époque. J'en parle souvent avec Montoya, par exemple de sa Williams de 2004, qui était incroyable. Mais honnêtement, la F1 d'aujourd'hui ne m'intéresse pas vraiment, en tant que sport. Je suis dans un système de compétition qui est un vrai sport où il n'y a pas de politique, où on a tous les 22 monoplaces du plateau sont exactement identiques, où c'est le savoir-faire de l'équipe qui fait la différence, le savoir-faire du pilote, les stratégies. Je trouve qu'il y a beaucoup plus de place pour le sport et on peut partir dernier et gagner des courses. Alors ça, je trouve ça très intéressant. Ce qui est important pour moi, c'est que je veux aller sur toutes les courses et me dire que j'ai une chance de gagner. Si demain j'étais en F1 dans une équipe qui ne me permet pas de gagner, ou ce ne soit pas réaliste de penser de gagner des courses, je ne serais pas heureux. Et ça ne m'intéresse pas du tout pour ma vie personnelle. Donc moi, personnellement, je suis très heureux. Et pour avoir l'équivalent de ce que j'ai aujourd'hui, il faudrait que je sois chez Mercedes en F1. Donc je suis heureux où je suis. Bon, toi, l'équivalent, on a l'habitude de dire, tu es plutôt chez le Ferrari de l'IndyCar. Ouais, c'est vrai Penske. que Roger Penske est quelqu'un qui, pour moi, qui ressemble à Enzo Ferrari. Et l'année prochaine, dis donc, il n'y a pas un nouveau petit coéquipier Ouais. qui arrive, qui aura peut-être les dents longues? Mais c'est sûr, c'est sûr. Et Joseph Newgarden. Joseph pour Newgarden, ne pas le citer. qui est un jeune pilote qui a 25 ans et qui a beaucoup de talent, qui a montré énormément de potentiel dans les dernières années avec Carpenter Racing. Donc, il nous a rejoint, il remplace Montoya. Montoya qui va être une perte pour l'équipe, je pense, parce qu'il apportait énormément en termes d'expérience, surtout sur les ovales. Donc, et puis, il y avait une bonne osmose entre nous quatre, encore une fois. C'était un bon groupe. Donc, on va voir ce qui va se passer avec Joseph. Il a fait une séance d'essai récemment avec nous. Beaucoup de talent, une bonne façon de lire la voiture, de donner les informations sur la voiture. Donc je pense que ça va être intéressant de voir. Bon, écoute, on aurait évidemment des milliers de questions à te poser, on pourrait y passer des heures, mais on va se limiter à là, parce que effectivement, on a déjà pas mal fait le tour de la question, et on te remercie surtout beaucoup, Simon, d'être passé nous voir. Voilà, un numéro du débriefing F1 assez exceptionnel. Jean-Luc reviendra la semaine prochaine pour vous parler du Grand Prix des États-Unis à Austin, que tu n'iras pas voir, tu seras toujours par chez nous. Oui, je vais en profiter. Je vais rester quelques jours chez moi à Montmorillon. Et puis, vendredi soir, on a une réception à la mairie avec ma voiture d'IndyCar qui sera présente. Donc, ça va être une réception sympa. Bon, puis je suppose que tu auras des prix d'ici à la fin de l'année, même en France, des prix honorifiques peut-être de pilote de l'année, mais enfin bon, je vois pas comment tu pourrais ne pas l'être. Tu as déjà eu des prix aux États-Unis. Alors, tu as la bague là? Oui, j'ai la bague. Oui, vous avez vu, mesdames et messieurs. Donc ça, c'est la bague pour le vainqueur du championnat IndyCar. C'est ça. Donc, que tu as porté toute ta vie maintenant. Donc c'est comme les joueurs de NBA ou de NFL, on porte la bague parce que ça représente la réussite dans son sport. Donc c'est bling bling, ça pèse 70 kilos, mais ça fait plaisir et surtout, pour moi, ça représente mon rêve d'enfant. Bah oui, je comprends. Et nous, c'est même avec une certaine émotion qu'on se souvient que tu étais venu commenter Indianapolis en notre compagnie. Je suis content de plus avoir à commenter. Oui, je préfère que tu sois. Je comprends que tu préfères d'être de l'autre côté de la barrière. Exactement. On est bien d'accord. Bon, bah Simon, écoute, on est vraiment de tout cœur avec toi. On te félicite, on te dit vraiment bravo et on te remercie surtout d'être passé aujourd'hui. Et puis, bah écoute, à très bientôt pour suivre la suite de tes exploits. Merci beaucoup. Allez, salut à tous, à bientôt.